Je m'appelle Andrea, j'ai 34 ans, et il y a 3 mois, mon propre père nous a mis à la porte du dîner de Noël, ma fille de 8 ans et moi, devant 15 membres de la famille, alors que ma petite fille tenait encore sa serviette, en attendant le bénédicité. Pars et ne reviens jamais, a dit ma sœur avec un sourire. Noël est tellement mieux sans toi, a ajouté ma mère. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas pleuré. Je les ai simplement regardés et j'ai dit, alors, ça ne vous dérangera pas que je fasse ça. 5 minutes plus tard, chaque personne qui venait de nous jeter dehors était à genoux, me suppliant d'annuler ce que j'avais fait. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener 18 mois en arrière, le jour où mon mari est décédé. L'appel est arrivé à 15h47, un mardi. J'étais garé devant l'école primaire de Lily, regardant les enfants sortir en courant, leur sac à dos rebondissant. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre. Madame Houton, ici l'hôpital Merci Général. Votre mari, David, a été impliqué dans un accident de la route. Vous devez venir immédiatement. Je ne me souviens pas d'avoir conduit jusque-là. Je ne me souviens pas de qui a récupéré Lily. L'instant d'après, je me tenais dans un couloir stérile, et un médecin en blouse bleue m'annonçait que mon mari, avec qui j'étais depuis 9 ans, était décédé. Les funérailles ont eu lieu 4 jours plus tard. Mes parents sont venus. Ma sœur, Meredith, est venue avec son mari, Derek. Tante, oncle, cousin, toute la famille était là, en noir, tamponnant leurs yeux avec des mouchoirs. Mais voici ce dont je me souviens le plus clairement. Pendant la réception, je suis sorti dans le couloir pour reprendre mon souffle. À travers la porte entr'ouverte, j'ai entendu Meredith murmurer à notre mère, elle ne peut pas élever Lily seule. Tu le sais, n'est-ce pas? Peut-être devrions-nous parler de confier l'enfant à quelqu'un d'autre. Mon sang se glaça. J'ai attendu que ma mère me défende, qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. Au lieu de cela, Patricia Houton a hoché lentement la tête. Nous en discuterons plus tard. Laissons-la d'abord faire son deuil. Je me suis retiré en silence, me disant qu'ils étaient juste inquiets, juste préoccupés. Les sœurs disent parfois des choses qu'elles ne pensent pas. À l'enterrement, mon père, Gérald, m'a pris à part. Sa main était lourde sur mon épaule. Andrea, tu dois être forte maintenant. David est parti. Pleurer ne le ramènera pas. Les hommes, il s'est repris, les gens ne respectent pas la faiblesse. Ressaisis-toi. C'était tout. C'est tout ce que mon père m'a dit le jour où j'ai enterré mon mari. Je ne savais pas alors que ce n'était que le début. 3 mois après les funérailles, l'indemnité de l'assurance est arrivée. 2,3 millions d'euros. David avait souscrit une police il y a des années, à la naissance de Lily. Juste au cas où, avait-il dit. Je me souviens d'avoir levé les yeux au ciel. Nous avions 26 ans. Rien n'allait nous arriver. Mais quelque chose est arrivé. Et maintenant, j'étais assise dans le bureau d'un avocat à signer des papiers, en essayant de ne pas penser au prix de la vie de mon mari. Dès que l'argent a été déposé sur mon compte, tout a changé. Meredith a commencé à appeler 2 fois par semaine. Je prends juste de tes nouvelles, ma sœur. Comment tu tiens le coup? Sa voix était d'une douceur que je ne lui avais jamais connue. Ma mère nous a invités, Lily et moi, au dîner du dimanche, chaque semaine. La famille doit rester soudée, disait-elle. Même mon père, qui ne m'avait pas parlé volontairement depuis mon mariage, voulait soudainement prendre des nouvelles. Au 4e dîner du dimanche, Gérald s'est éclairci la gorge en bout de table. Andrea, j'ai réfléchi. Tu devrais laisser Meredith gérer tes finances. Elle est douée avec l'argent. Toi. Tu as toujours été du genre créatif. J'ai posé ma fourchette. J'apprécie votre inquiétude, papa, mais je me débrouille très bien. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Meredith a enchaîné, la voix toujours mielleuse. On s'inquiète juste pour toi, c'est tout. Tu n'as jamais eu affaire à une telle somme d'argent. J'ai un comptable et un conseiller financier. David avait tout arrangé avant. Je n'ai pas pu finir ma phrase. Après le dîner,
Alors que je ramassais la veste de Lily, une main frêle a attrapé mon poignet. Grand-mère Margaret, 85 ans, vive comme l'éclair. Elle s'est penchée vers moi. Fais attention avec cet argent, mon enfant. Je ne fais confiance à personne dans cette pièce. Ses yeux se sont tournés vers sa propre fille. Y compris Patricia. Elle a glissé quelque chose dans ma paume, un morceau de papier plié. Il y a quelqu'un que tu dois appeler. Nous en reparlerons bientôt. Avant que je puisse poser une question, Lily est arrivée en courant et ma grand-mère s'est éclipsée. Je n'ai ouvert le papier qu'une fois rentré à la maison. Le papier n'était pas blanc. Un numéro de téléphone et 3 mots, de l'écriture tremblante de grand-mère Margaret, appelle Marcus Webb. Je n'ai pas appelé. Pas tout de suite. Je me suis dit que je surréagissais. Grand-mère était âgée, peut-être confuse, peut-être paranoïaque. 6 mois ont passé. Les appels de Meredith sont devenus plus fréquents, plus insistants. Le magasin de papa a des difficultés, tu sais. Le secteur des matériaux de construction n'est plus ce qu'il était. Maman est stressée, les factures médicales s'accumulent. Juste des petites choses. Ça doit être dur d'être assise sur tout cet argent pendant que ta famille souffre. Puis est venu le dîner où tout a basculé. Ma mère a appelé, en pleurant. En pleurant pour de vrai. Andrea, ton père est sur le point de perdre le magasin. 30 ans de sa vie, envolés. Nous pourrions aussi perdre la maison. Ma poitrine s'est serrée. Malgré tout, c'étaient mes parents. Je peux aider, ai-je dit. Je vous prête 50 000 euros. Sans intérêt. Vous me rembourserez quand vous pourrez. Prêter? La voix de Gérald a tonné au téléphone. Patricia devait m'avoir mise sur haut-parleur. Je n'ai pas besoin de la charité de ma propre fille. Je ne suis pas un mendiant. Silence. Puis la voix de Meredith, douce comme de la soie. Ce que papa veut dire, c'est que ce serait plus simple si tu signais quelques papiers. Laisse-moi gérer les investissements. Comme ça, nous pourrons aider la famille correctement, tous ensemble. Quel papier? Juste des choses standards. Une procuration, la gestion d'actifs. Je m'occuperai de tout. Tu n'auras à t'inquiéter de rien. Une procuration. La voix de mon défunt mari a résonné dans ma mémoire. Ne signe jamais rien que tu n'aies lu 2 fois, Andrea. Et ne cède jamais le contrôle de ton argent à ta famille. C'est comme ça que les fortunes disparaissent. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai besoin d'y réfléchir. À quoi y a-t-il à réfléchir? La douceur de Meredith s'est fissurée une seconde. Nous sommes une famille. J'ai dit que j'allais y réfléchir. J'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai finalement appelé le numéro que grand-mère Margaret m'avait donné. Lily pleurait quand je suis rentré du travail le lendemain. Elle était recroquevillée sur son lit, le visage enfoui dans son oreiller, ses épaules secouées par les sanglots. Mon cœur s'est brisé. Mon bébé, que s'est-il passé? Elle ne voulait pas me regarder. Rien. Je me suis assise au bord de son lit, lui caressant les cheveux. Ma chérie, dis-le-moi. Il a fallu 10 minutes de paroles douces pour qu'elle parle enfin. Mamie Patricia a dit quelque chose la semaine dernière, au dîner, quand tu étais aux toilettes. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce qu'elle a dit? La voix de Lily était à peine un murmure. Elle a dit. Elle a dit qu'elle préférerait que papa soit encore en vie à ta place, parce que papa savait comment s'occuper de moi et que toi, tu ne sais pas. La pièce a tournoyé. Ma propre mère avait dit ça, à ma fille de 8 ans, à mon sujet. Mon bébé, écoute-moi. Je l'ai prise dans mes bras. Ce n'est pas vrai. Rien de tout ça. Mamie a eu tort de dire ça. Je t'aime plus que tout au monde, et je prendrai toujours soin de toi. Elle s'est accrochée à moi comme si j'allais disparaître. Cette nuit-là, après que Lily se soit endormie, je me suis versé un verre de vin et j'ai parcouru mon téléphone. Une cousine à qui je parlais à peine m'avait envoyé un message. Salut Andrea, c'est vrai que tu as gaspillé l'argent de l'assurance au jeu? Meredith a mentionné quelque chose dans le groupe de discussion de la famille. Je voulais juste voir si tu allais bien. Le jeu. J'ai ouvert Facebook.
J'ai cherché le groupe familial dont j'avais été discrètement exclu. Grâce à la capture d'écran d'une cousine, je l'ai vu. Une publication de Meredith datant de 2 semaines, s'il vous plaît, priez pour ma sœur. Elle traverse une période difficile et prend de mauvaises décisions financières. Nous essayons de l'aider, mais elle nous repousse sans cesse. Certaines personnes ne savent tout simplement pas gérer une richesse soudaine. 43 commentaires. Tous me plaignant. Tous la croyant. Mes mains tremblaient. Le bureau de Marcus Webb était en centre-ville, au 14e étage, avec des murs de verre donnant sur la ville. Il était plus jeune que ce à quoi je m'attendais, la trentaine, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Quand il m'a serré la main, j'ai remarqué la photo sur son bureau, lui et David à une remise de diplômes universitaires, les bras l'un autour de l'autre, souriant. David était mon meilleur ami, a dit Marcus, remarquant mon regard. Nous étions colocataires à l'université. Il m'avait demandé de garder un œil sur vous, toi et Lily, si jamais il lui arrivait quelque chose. Sa mâchoire s'est crispée. J'aurais dû vous contacter plus tôt. Je suis désolé. Je me suis assise lourdement. Je ne sais même pas par où commencer. Commence par les papiers de procuration. J'ai cligné des yeux. Comment saviez-vous? Votre grand-mère m'a appelé il y a 3 semaines. Margaret Whitmore est plus perspicace qu'on ne le pense. Il a sorti un dossier de son tiroir. Elle m'a raconté ce que votre sœur préparait. J'ai fait quelques recherches. Il a fait glisser un document sur le bureau. Meredith a contacté votre compagnie d'assurance il y a 2 mois. Elle a posé des questions sur la procédure de transfert des droits de bénéficiaires. Elle a dit qu'elle se renseignait au nom de la famille. Mon sang se glaça. Elle a fait quoi? Il y a pire. Marcus a ouvert un autre dossier. J'ai demandé à un expert comptable judiciaire d'examiner l'entreprise de votre père. Le magasin de Gérald n'est pas seulement en difficulté. Il perd énormément d'argent en mauvais investissements, mauvaise gestion. Il est à environ 3 mois de la faillite. Et Meredith, son agence immobilière a subi un revers l'année dernière. Elle doit de l'argent à des investisseurs qu'elle ne peut pas rembourser. Il s'est penché en avant. Andrea, ils ne veulent pas t'aider à gérer ton argent. Ils veulent le prendre. J'ai pensé à Lily pleurant sur son lit, aux paroles cruelles de ma mère, à la publication Facebook me traitant de joueuse compulsive. Que dois-je faire? Marcus a tapoté le dossier. Premièrement, ne signez rien. Deuxièmement, votre grand-mère m'a appelé pour autre chose. Son testament. Son testament? Elle veut le changer, et elle veut que j'en sois témoin. Une semaine avant Noël, la sonnette a retenti à 19h. Je n'attendais personne. Meredith se tenait sur mon porche, manteau de marque, maquillage parfait, un dossier cartonné sous le bras. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Je peux entrer? Je n'ai pas bougé. Lily fait ses devoirs. Ça ne prendra pas longtemps. Elle m'a bousculé pour entrer dans le salon. J'ai fermé la porte lentement, pour gagner du temps. Que veux-tu, Meredith? Elle a posé le dossier sur ma table basse. Je veux que tu signes ça, pour la famille. Je n'y ai pas touché. J'ai déjà dit non à papa. Tu as dit non à papa, elle a penché la tête. Tu ne m'as pas dit non à moi. Je te le dis maintenant. Non. Son sourire a vacillé. Andrea, j'essaie de t'aider. M'aider en racontant à tout le monde que je suis une joueuse compulsive. Son visage est resté impassible une demi-seconde. Puis le masque est revenu. Je n'ai jamais dit compulsive. J'ai dit que tu prenais de mauvaises décisions, ce qui est vrai. Rester assis sur 2 millions d'euros pendant que ta famille se noie. Vos mauvaises décisions ne sont pas de ma responsabilité. Pardon? J'ai proposé d'aider. Papa a refusé. Maintenant, tu veux que je te cède le contrôle de tout? Ce n'est pas de l'aide. C'est du vol. Sa voix est devenue glaciale. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu ne l'as jamais su. Tu as épousé David et tu as eu de la chance. C'est tout. Tu n'es pas intelligente. Tu n'es pas capable. Tu es juste une veuve avec un pactole. J'ai senti la présence de Lily avant de la voir. Elle se tenait dans le couloir,
son cahier de devoirs serré contre sa poitrine, les yeux écarquillés. Meredith l'a vu aussi. Elle a instantanément changé d'expression. Lily, ma chérie. Tante Meredith était juste en train de... J'ai entendu ce que tu as dit sur maman. Le silence était assourdissant. Meredith a attrapé son dossier et s'est dirigée vers la porte. Sur le seuil, elle s'est retournée. Dîner de Noël. Tu seras là, et tu apporteras les papiers signés. Ou ne viens pas du tout. La porte a claqué. 3 jours avant Noël, mon téléphone a sonné à 6 heures du matin. Papa, ai-je répondu, à contre-cœur. Allô? Tu viens au dîner de Noël. Ce n'était pas une question. Bonjour à toi aussi, papa. Ne fais pas l'intelligente avec moi, Andrea. Tu seras là. 19 heures chez grand-mère Margaret. J'avais déjà prévu de venir. Lily veut voir sa grand-mère. Une pause, puis, et tu signeras ces papiers que Meredith a préparés. J'ai fermé les yeux. Papa, ce n'est pas une discussion. Sa voix s'est durcie. Ce n'est pas une demande. Tu signeras ces documents, ou tu ne remettras plus jamais les pieds dans cette famille. Tu me menaces de me renier pour de l'argent? Je te dis de faire ce qui est juste pour une fois dans ta vie. David t'a porté pendant 9 ans. Maintenant, il est temps que tu assumes tes responsabilités. David m'a porté 9 ans de partenariat, à construire un foyer, à élever une fille, à nous soutenir mutuellement à travers chaque épreuve, réduit à moi, porté. Je ne signerai rien. Alors, ne te donne même pas la peine de venir. Nous ne voulons pas de toi ici. Est-ce que maman sait que tu dis ça? Il a ri amèrement. Qui crois-tu qui m'a dit d'appeler? La ligne a été coupée. Je suis resté assise au bord de mon lit, le téléphone à la main, le cœur battant. Lily est apparue à ma porte, se frottant les yeux. Maman, c'était qui? J'ai forcé un sourire. Juste grand-père, mon bébé. Retourne dormir. On va toujours voir grand-mère Margaret pour Noël? J'ai pensé à l'enveloppe que ma grand-mère m'avait glissée lors de notre dernière visite, celle dont elle m'avait parlé à voix basse. Ouvre-la quand tu auras besoin de force, avait-elle dit. J'ai pensé aux avertissements de Marcus, au papier dans ce dossier cartonné, à tout ce que je risquais de perdre. Oui, ma chérie, je l'ai prise dans mes bras. Nous y allons. Je savais que c'était un piège. Je ne savais juste pas à quel point il était profond. La veille de Noël, chez grand-mère Margaret. J'y suis allé seul, laissant Lily chez une voisine. Certaines conversations ne sont pas pour les oreilles des enfants. Grand-mère a ouvert la porte elle-même. 85 ans, le dos droit comme un i, les yeux brillants de quelque chose que je ne pouvais nommer. Je savais que tu viendrais en avance. Elle m'a fait entrer dans son bureau, a fermé la porte et l'a verrouillée. Grand-mère, que se passe-t-il? Elle s'est dirigée vers un bureau ancien, a ouvert un tiroir et en a sorti une épaisse enveloppe de couleur crème, scellée à la cire. Prends ça. Elle l'a mise dans mes mains. Ne l'ouvre pas avant demain soir, au dîner. Tu sauras quand. Elle a souri, un sourire triste et entendu. Une assurance, la vraie. Grand-mère, tu me fais peur. Elle a pris mes mains dans les siennes, fines comme du papier. Andrea, j'ai observé ma fille et ma petite-fille comploter pendant des mois. Je suis au courant des emails. Je suis au courant des papiers de procuration. Je sais ce qu'elle prévoit de te faire demain. Comment? Patricia m'a transféré une chaîne de mai par accident. Des commérages de mère à fille. Elles ont oublié que je sais me servir d'un ordinateur. Ses yeux se sont durcis. Elles t'ont qualifié de proie facile. Elles ont dit que tu t'effondrerais sous la pression familiale. Ma gorge s'est nouée. J'ai vécu 85 ans, a poursuivi ma grand-mère. J'ai vu la cupidité détruire des familles. Je ne la laisserai pas détruire la tienne. Elle m'a serré les mains. Demain soir, elles essaieront de t'humilier pour te faire signer. Elles le feront devant tout le monde pour que tu te sentes piégé. Que dois-je faire? Tu tiens bon. Et quand le moment viendra, elle a hoché la tête vers l'enveloppe, tu ouvriras ça. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Son sourire est revenu. Cette fois, il y avait du feu dedans. La vérité.
Et quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. L'enveloppe m'a semblé lourde dans ma poche toute la nuit. Ok, laissez-moi faire une pause ici une seconde. Que pensez-vous qu'il y avait dans cette enveloppe? A. Le Nouveau Testament de grand-mère. B. Des preuves du complot de Meredith et de ma mère. C'est quelque chose de complètement inattendu. Laissez votre réponse dans les commentaires. Je suis vraiment curieuse de savoir ce que vous en pensez. Et si vous êtes accro à cette histoire, si vous avez besoin de savoir ce qui s'est passé à ce dîner de Noël, allez-y et cliquez sur le bouton j'aime. Ça aide plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, revenons au jour de Noël. La nuit de la veille de Noël, je n'ai pas pu dormir. J'étais allongé dans mon lit, à regarder le plafond, l'enveloppe cachée sous mon oreiller comme un secret d'enfance. Les mots de ma grand-mère tournaient en boucle, quelque chose auquel elle ne s'attendait pas. Mon esprit a dérivé vers des souvenirs que j'avais enfouis. J'avais 8 ans, l'âge de Lily, la première fois que j'ai réalisé que mes parents préféraient Meredith. Elle avait des leçons de piano, moi des vêtements de seconde main. Elle recevait des éloges pour ses EB, moi des leçons de morale pour Meva. Meredith fait plus d'efforts, disait toujours maman. Toi, tu te laisses porter. Grand-mère Margaret était la seule à me voir différemment. Elle me prenait à part lors des réunions de famille, glissait des bonbons au caramel dans ma paume et me chuchotait des histoires sur la maison. Cette vieille bâtisse a vu passer 3 générations de Whitmore, disait-elle. Un jour, elle appartiendra à quelqu'un qui l'aime vraiment, pas à quelqu'un qui ne voit que les signes de euro. J'ai toujours supposé qu'elle parlait de Meredith, la parfaite, celle qui réussissait. Maintenant, je n'en étais plus si sûr. La maison elle-même valait près de 2 millions d'euros, une demeure de style colonial sur 3 acres, construite par mon arrière-grand-père. Tout le monde savait que grand-mère la laisserait à la famille. La seule question était de savoir à qui. Meredith en parlait depuis des années. Quand grand-mère ne sera plus là, Derek et moi la rénoverons, en ferons quelque chose de moderne. Peut-être qu'on la vendra si le marché est bon. Grand-mère avait surpris cette conversation une fois. Je me souvenais de son visage, tendu, blessé, rapidement masqué. Un léger coup à ma porte. Maman? La voix de Lily, épaisse de sommeil. Je n'arrive pas à dormir. Je peux rester avec toi. J'ai soulevé les couvertures. Elle s'est glissée dedans, chaude et petite. Maman, on va vraiment chez grand-mère Margaret demain? Oui, mon bébé. Même si grand-père est en colère contre nous? Je l'ai embrassé sur le front. Grand-mère veut nous voir. C'est ce qui compte. Lily est restée silencieuse un moment. Puis, j'aime la maison de grand-mère Margaret. On dirait un câlin. Un câlin. C'est exactement ce que ça me faisait. Le matin de Noël, mon téléphone a vibré à 8 heures. C'était Marcus. Joyeux Noël, a-t-il dit. J'ai quelque chose pour vous. Vous travaillez le jour de Noël? Ça ne pouvait pas attendre. Sa voix était tendue. Votre grand-mère m'a transféré un email la nuit dernière. La chaîne originale entre Meredith et votre mère. Je me suis redressé dans mon lit, le cœur battant à tout rompre. Que dit-il? Je suis en train de le lire. Daté du 15 avril, 2 semaines après les funérailles de David. Il a fait une pause. Andrea, je dois vous lire ceci. Êtes-vous assise? Oui. Marcus s'est éclairci la gorge. Nous devons agir avant qu'elle ne devienne méfiante. Tu sais à quel point Andrea est pathétique. Elle croira n'importe quoi si on présente ça comme une aide à la famille. Le magasin de papa est l'excuse parfaite. Mon estomac s'est retourné. Le plan est simple, a poursuivi Marcus en lisant. La rendre émotive, l'isoler. La faire se sentir coupable d'avoir de l'argent pendant que nous luttons. Puis, présenter les papiers comme une faveur. Elle ne les lira même pas. Elle ne lit jamais rien. Je ne pouvais plus respirer. Chronologie, pression pendant l'été. Escalade à l'automne. Conclure l'affaire d'ici Noël. Réunion de famille, un maximum de témoins. Elle ne dira pas non devant tout le monde. Silence. Andrea, vous êtes toujours là. Ils ont planifié ça, ma voix semblait lointaine. Depuis avril.
Depuis 2 semaines après les funérailles de votre mari. J'ai toute la chaîne, les horodatage, tout. Il a fait une pause. J'ai imprimé des copies, 3 jeux. Je peux être chez votre grand-mère à 20h ce soir. Ce soir? Votre grand-mère l'a suggéré. Elle a dit que vous pourriez avoir besoin de renfort. J'ai pensé à l'enveloppe sous mon oreiller, au sourire entendu de ma grand-mère, aux 15 membres de la famille qui seraient témoins de ce qui allait se passer ce soir. Marcus? Oui. Apportez tout. J'ai raccroché. Cet après-midi, j'allais entrer dans la maison de ma grand-mère, armé de 2 choses, l'enveloppe qu'elle m'avait donnée et la vérité. Ils voulaient un spectacle pour le dîner de Noël. Ils allaient en avoir un. 16h30, chez grand-mère Margaret. Lily me tenait la main alors que nous remontions l'allée pavée. La vieille demeure coloniale brillait de lumière chaude, chaque fenêtre scintillait de bougies, des couronnes sur chaque porte, l'odeur de la dinde rôtie s'échappant de la cuisine. Une image parfaite, comme une carte de Noël conçue pour cacher la pourriture en dessous. Nous étions parmi les derniers à arriver. J'ai compté les voitures dans l'allée. 15, peut-être plus. Chaque tante, oncle et cousin à portée de conduite. Dès que nous sommes entrés, Lily s'est libérée et a couru vers le salon. Grand-mère Margaret. Je l'ai regardée disparaître dans les bras de ma grand-mère, le visage de la vieille femme s'illuminant d'un sourire sincère pour la première fois de la soirée. Puis Meredith est apparue. Vous êtes là. Sa voix était douce comme le miel, mais ses yeux étaient scrutateurs, calculateurs, à la recherche d'une faiblesse. J'ai forcé un sourire. Joyeux Noël, Meredith. Laisse-moi prendre ton manteau. Elle jouait déjà à la maîtresse de maison, même si ce n'était pas chez elle. Tout le monde est dans la salle à manger. On t'a gardé une place. J'ai tendu mon manteau, mais j'ai gardé mon sac à main. L'enveloppe était à l'intérieur. La salle à manger était bondée. Une longue table en acajou s'étendait sur toute la longueur de la pièce, dressée avec la porcelaine fine de grand-mère. Les verres en cristal captaient la lumière des bougies. Les rires et les conversations remplissaient l'air, mais j'ai remarqué les regards. Ma cousine Rachel m'a jeté un coup d'œil, puis a vite détourné les yeux. Oncle Tom a murmuré quelque chose à tante Betty. La meilleure amie de ma mère, Margaret Ann, m'a adressé un sourire plein de pitié. Ils avaient été briefés. J'ai balayé la pièce du regard à la recherche de mes parents. Là, en bout de table, Gérald était assis comme un roi attendant sa cour. Patricia était à côté de lui, tamponnant ses lèvres avec une serviette, refusant de croiser mon regard. Et à côté d'eux, une chaise vide, qui m'attendait. Andrea, ma chérie, la voix de ma mère a retenti. Viens t'asseoir. On t'attendait. Le repas a commencé assez normalement. La dinde a été découpée. Le vin a été versé. Des histoires ont été échangées. Je suis resté tête baissée, coupant la viande de Lily, l'aidant avec ses légumes, essayant de respirer. Puis, au milieu du plat principal, Meredith s'est levée. Elle a fait teinter son verre de vin avec une fourchette. La pièce est devenue silencieuse. Tout le monde, je déteste interrompre, mais j'ai une annonce à faire. Sa voix portait, travaillée, théâtrale. Notre famille fait face à une situation difficile, et je pense qu'il est temps que nous l'abordions ouvertement. J'ai senti tous les regards de la pièce se tourner vers moi. Meredith a continué. Comme la plupart d'entre vous le savent, ma chère sœur, Andrea, a perdu son mari, David, il y a 18 mois. Une tragédie pour nous tous. Des murmures de sympathie. Quelques-uns ont hoché la tête solennellement. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'Andrea a reçu une indemnité d'assurance substantielle. De l'argent qui change une vie. Meredith a fait une pause pour les faits. Et nous, en tant que famille, sommes préoccupés par la façon dont elle le gère. Mes mains se sont crispées sous la table. Lily m'a regardé, confuse. Nous avons essayé de l'aider en privé. Nous lui avons offert des conseils, mais Andrea a refusé d'écouter. La voix de Meredith s'est brisée parfaitement, un tremblement répété. Alors, aujourd'hui, devant tous ceux qui l'aiment, je demande à ma sœur de nous laisser l'aider, de signer un simple document m'autorisant à co-gérer ses finances. Elle a sorti un dossier de sous sa chaise, le même dossier cartonné qu'elle avait apporté chez moi. C'est pour son propre bien,
pour l'avenir de Lily. Elle m'a regardé droit dans les yeux, les siens brillants. Qu'en dis-tu, Andrea? Accepteras-tu l'aide de ta famille? 15 visages se sont tournés vers moi, certains pleins de pitié, d'autres dans l'attente, certains hochant déjà la tête, convaincus que j'étais le problème. Lily a murmuré, « Maman ?» En bout de table, mon père a croisé les bras. À l'autre bout, grand-mère Margaret était assise, parfaitement immobile, observant, attendant. Je me suis levé lentement. Tous les regards de la pièce étaient sur moi. Je pouvais sentir la pression, l'attente tacite que je m'effondre, que je m'excuse, que je signe tout ce qu'il voulait juste pour mettre fin à ce malaise. Non. Le mot est resté en suspens. Meredith a cligné des yeux. Pardon? J'ai dit, non. Je ne signerai rien. La pièce est devenue absolument silencieuse. La fourchette de quelqu'un a heurté une assiette. La chaise de mon père a raclé le sol. Il s'est levé de toute sa hauteur, le visage rougissant. Tu n'as pas le droit de dire non. Pas à ta famille. Pas après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, papa? Dis-moi. Qu'avez-vous fait, exactement? Nous t'avons élevé, nous t'avons tout donné, et c'est comme ça que tu nous remercies? En accumulant de l'argent pendant que ta propre famille souffre? Ma mère m'a enfin regardé. Ses yeux étaient froids. Andrea, tu as toujours été égoïste. Même enfant. Certaines choses ne changent jamais. J'ai proposé d'aider, ai-je dit, luttant pour garder ma voix stable. J'ai proposé 50 000 € à papa. Sans intérêt. Il a refusé. Parce que c'était insultant. Gérald a frappé la table de sa paume. La vaisselle a tremblé. Tu as des millions sur un compte en banque pendant que l'œuvre de ma vie s'effondre, et tu m'offres des miettes. Meredith s'est approchée, la voix dégoulinante d'une fausse inquiétude. Vous voyez, voilà à quoi nous avons affaire. Elle ne comprend rien à l'argent. Elle ne comprend rien à la famille. Elle a besoin de conseils. Elle a besoin d'un tuteur, à marmonner quelqu'un. Je n'ai pas vu qui. Lily avait commencé à pleurer en silence. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle regardait son grand-père crier sur sa mère. Seule grand-mère Margaret a bougé. Elle s'est penchée et a pris Lily sur ses genoux, la protégeant, mais elle n'a rien dit. Pas encore. Signe ces papiers, Andrea, la voix de mon père était de fer. Où sort de cette maison? J'ai regardé autour de moi. Pas une seule personne n'a pris ma défense. Mon père a montré la porte. Dehors. Toi et cet enfant, tout de suite. Meredith a hoché la tête, les bras croisés, satisfaite. Tu devrais partir et ne jamais revenir. Nous avons essayé de t'aider, Andrea, a dit ma mère. Dieu sait que nous avons essayé, mais tu es irrécupérable. J'ai regardé ma mère, ma propre mère, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, un seul mot pour me défendre. Patricia a lissé sa serviette, puis m'a regardé droit dans les yeux. Noël serait tellement mieux sans toi ici. Ça l'a toujours été. Mes poumons ont cessé de fonctionner. Le sanglot de Lily a percé le silence, brut, déchirant. Elle avait 8 ans, et sa grand-mère venait de dire que le monde serait meilleur sans sa mère. Les cousins se sont agités, mal à l'aise. Les tantes ont détourné le regard. Les oncles ont étudié leurs assiettes. Personne n'a parlé. Personne ne nous a défendus. C'était le moment le plus solitaire de ma vie. J'ai tendu la main vers Lily, prête à la prendre dans mes bras et à m'enfuir, prête à partir et à ne jamais regarder en arrière. Mais j'ai alors senti la main de grand-mère Margaret sur mon bras. Attends. Sa voix était calme, mais elle a tout transpercé. Elle me regardait avec quelque chose de féroce dans les yeux, quelque chose qui disait, pas encore. Et je me suis souvenu de l'enveloppe dans mon sac, de ces mots de la veille. Tu sauras quand. C'était le moment. Je me suis redressé et j'ai regardé mon père, ma mère, ma sœur. D'accord, ai-je dit calmement. Si vous voulez que je parte, je partirai. Un soulagement a traversé le visage de Meredith. Mais d'abord, j'ai sorti mon téléphone, ça ne vous dérange pas que je passe un petit coup de fil. Gérald a ricané. Tu appelles la police? C'est une affaire de famille privée.
Pas la police. J'ai composé le numéro et mis le haut-parleur. 2 sonneries. 3. Marcus. C'est Andrea. J'ai besoin de toi ici, maintenant. Apporte tout. Je suis déjà en route. J'arrive dans 5 minutes. J'ai raccroché. C'est qui, ce Marcus, bordel, a exigé mon père. J'ai souri pour la première fois de la soirée. Vous verrez. La pièce a éclaté. Qu'est-ce que c'est que ça? Le masque composé de Meredith s'est fissuré. Qui viens-tu d'appeler? Un ami? Tu n'as pas d'amis. Tu as à peine une personnalité. Elle s'est tournée vers notre père. Papa, fais-la partir maintenant, avant que cette personne n'arrive. Gérald a fait un pas vers moi. J'ai dit, dehors. Je n'ai pas bougé. 5 minutes. Vous avez attendu 18 mois pour prendre mon argent. Vous pouvez bien attendre 5 minutes de plus. Son visage est devenu violet. Comment oses-tu? Gérald. La voix de grand-mère Margaret a tranché comme une lame. Assieds-toi. La pièce est devenue silencieuse. Mon père a dévisagé sa mère. En 85 ans, je ne pense pas qu'elle lui ait jamais parlé de cette façon. Mère, ça ne vous concerne pas. C'est ma maison, grand-mère s'est levée lentement, tenant toujours la main de Lily, ma table, mon dîner de Noël. Et c'est moi qui déciderai qui part et qui reste. Maintenant, assieds-toi. Gérald s'est assis. Grand-mère s'est tournée vers la pièce, balayant du regard chaque membre de la famille. Je suis restée silencieuse ce soir, à observer, à écouter. Je voulais voir jusqu'où ça irait. Sa voix tremblait d'une rage contenue. Je voulais voir si un seul d'entre vous défendrait ma petite fille. La honte a traversé certains visages. D'autres semblaient simplement confus. Pas un seul d'entre vous. Grand-mère a secoué la tête. Elle a offert son aide. Vous l'avez refusée. Elle a dit non à la manipulation. Vous l'avez traité d'égoïste. Vous avez fait pleurer un enfant le jour de Noël. Mère, vous ne comprenez pas, a commencé Patricia. Je comprends parfaitement. Grand-mère a sorti un papier plié de la poche de son cardigan. Patricia, te souviens-tu de l'email que tu m'as transféré en avril? Celui où Andrea était une proie facile? Le visage de ma mère est devenu blanc. La sonnette a retenti. Grand-mère a souri sombrement. Ce doit être Marcus. Laissez-le entrer. Marcus Webb est entré, portant une mallette en cuir. Il était habillé de manière professionnelle, bien que ce soit Noël, costume sombre, chaussures cirées, une pince à cravate en argent captant la lumière des bougies. Il a balayé la pièce du regard, observant les visages hostiles, l'enfant aux joues striées de larmes, et la vieille femme debout, défiante, en bout de table. Bonsoir, a-t-il dit calmement. Je suis Marcus Webb, avocat. Je représente à la fois Madame Andrea Houghton et Madame Margaret Whitmore. Gérald s'est levé d'un bond. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sorte d'embuscade. J'appellerais ça une correction. Marcus a posé sa mallette sur la table et l'a ouverte. Madame Whitmore, puis-je continuer? Grand-mère a hoché la tête. Marcus a sorti un épais dossier. Ce que j'ai ici est une chaîne complète de mails entre Meredith Harrison et Patricia Houghton, s'étendant d'avril de l'année dernière à la semaine dernière. L'objet du premier email est, il l'a ouvert, Opération Andrea, un plan pour l'argent. Des halètements ont parcouru la pièce. C'est une correspondance privée. Meredith s'est avancée brusquement. Vous ne pouvez pas. Elle a été transférée à Madame Whitmore accidentellement, je présume. Elle est donc désormais en possession légitime de cette communication. Marcus a souri finement. Voulez-vous que je lise quelques extraits à voix haute? La partie où vous traitez votre sœur de pathétique, ou celle où vous prévoyez de la faire déclarer financièrement incompétente? La bouche de Meredith s'est ouverte, s'est refermée, puis s'est rouverte. Patricia s'est agrippée au bord de la table, les jointures blanches. Mère, pourquoi ferais-tu ça? Parce que vous avez comploté pour voler ma petite fille, la voix de grand-mère était calme. Vous l'avez insultée. Vous avez dit à sa fille que le monde serait meilleur sans sa mère, le jour de Noël. Elle a pointé un doigt tremblant vers Patricia.
Tu es ma fille, et j'ai honte de toi. Patricia a tressailli comme si elle avait été giflée. La pièce était totalement silencieuse. Marcus a de nouveau fouillé dans sa mallette. Maintenant, passons au deuxième document. Marcus a brandi les emails pour que tout le monde les voie. Je vais lire un extrait. 15 avril, 2 semaines après les funérailles de David Houghton. De Meredith à Patricia. Il s'est éclairci la gorge. Nous devons agir vite. Andrea a toujours été faible. Elle cédera sous la pression familiale, surtout lors d'une réunion de fête. Le magasin de papa nous donne la couverture parfaite. Nous ne prenons pas son argent, nous aidons la famille. Une fois qu'elle aura signé la procuration, nous contrôlerons tout. Elle ne saura même pas ce qui lui est arrivé. La mâchoire de la cousine Rachel est tombée. Oncle Tom s'est penché en avant, le visage sombre. Des murmures se sont répandus dans la pièce comme une traînée de poudre. C'est sorti de son contexte. La voix de Meredith s'est brisée. J'étais juste inquiète pour elle. 3 mai, a poursuivi Marcus, imperturbable. Mise à jour, j'ai dit au groupe familial qu'Andrea jouait. Ça sème la graine. Quand nous aurons enfin le contrôle, personne ne posera de questions. Plus de halètement. Tante Betty s'est tournée vers Patricia. Vous nous avez dit qu'Andrea jouait. C'était un mensonge? Patricia a ouvert la bouche, puis l'a refermée. C'était un message stratégique, a dit Meredith rapidement. Pour préparer la famille. Pour manipuler la famille, a coupé grand-mère. Pour isoler ma petite fille si complètement que lorsque vous lui voleriez son argent, personne ne la croirait. Attendez un peu, c'est avancé Gérald. Tout ça, c'est circonstanciel. Les chaînes de mai peuvent être falsifiées. Marcus a sorti un autre document. Papier à en-tête certifié. Sceaux officiels. Ces emails ont été authentifiés par un expert en informatique légale ce matin. Horodatage vérifié. Adresse IP tracée jusqu'à des appareils appartenant à Madame Harrison et Madame Patricia Houghton. Il l'a posé sur la table. Quiconque souhaite vérifier l'authenticité est invité à examiner la certification. Personne n'a bougé. Meredith tremblait maintenant. Sa façade parfaite s'était complètement effondrée. Andrea, s'il te plaît, sa voix était faible. Je peux expliquer. J'ai enfin parlé. J'ai fini d'écouter les explications. Pouvez-vous deviner ce qu'il y a dans le deuxième document que Marcus s'apprête à révéler? Je vous le dirai dans un instant. Mais d'abord, si vous êtes assis là, le cœur battant comme le mien cette nuit-là, faites-moi une faveur. Abonnez-vous et activez les notifications. Je promets que la fin en vaut la peine. De plus, si vous avez déjà eu affaire à des membres de famille toxiques qui n'apparaissaient que lorsque l'argent était en jeu, je vous comprends. Commentez ci-dessous. Bon, retournons dans cette salle à manger. Marcus a plongé la main dans sa mallette une dernière fois. Il en a retiré un document relié dans du papier juridique bleu. Sceau officiel, signature notariée. Ceci, dit-il, est le dernier testament de Margaret Helen Whitmore, rédigé il y a 3 semaines, et attesté par moi-même et 2 témoins indépendants. La température dans la pièce a chuté de 10 degrés. Patricia s'est levée si brusquement que sa chaise est tombée. Mère, qu'as-tu fait? Grand-mère Margaret est restée assise, les mains jointes sur ses genoux, parfaitement calme. J'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai protégé les personnes qui méritent vraiment d'être protégées. Mère, tu avais promis. Je n'ai rien promis, la voix de grand-mère était glaciale. Tu as supposé. Meredith a supposé. Tout le monde dans cette famille a supposé savoir ce que contenait mon testament. Elle sourit froidement. Vous vous êtes trompé. Marcus a ouvert le document et a lu à voix haute. Moi, Margaret Helen Whitmore, saine de corps et d'esprit, lègue par la présente ma résidence principale, située au 742 Whitmore Lane, incluant l'ensemble des terres, des bâtiments et de leur contenu, d'une valeur estimée à environ 1,8 million d'euros, à ma petite fille, Andrea Louise Houghton. L'enveloppe que grand-mère m'avait donnée. J'ai enfin compris. Elle m'avait donné une copie du testament il y a des jours, juste au cas où. Le chaos. Meredith a crié. Vraiment crié. Non. Cette maison devait être à moi. On en avait parlé, des rénovations.
Tu as parlé de vendre la maison de ma famille pour le profit, a tranché la voix de grand-mère. J'ai écouté. Et j'ai pris ma décision. Gérald s'est affalé sur sa chaise comme une marionnette dont on aurait coupé les fils. Mère, tout ce que nous avions prévu. Tout ce que vous aviez prévu, a corrigé grand-mère, était basé sur l'hypothèse que je récompenserais la cruauté et la cupidité. Je ne le ferai pas. Patricia pleurait maintenant, son mascara coulant sur son visage. Tu lui laisses tout? Après tout ce que nous avons fait pour toi. Qu'avez-vous fait pour moi, Patricia? Les yeux de grand-mère étaient féroces. À part mentir, comploter, et transformer mon dîner de Noël en une exécution publique de ta propre sœur? Silence. Marcus a refermé le testament. Madame Houton, il s'est tourné vers moi, vous êtes maintenant l'unique héritière de cette propriété. Patricia est tombée à genoux, là, devant tout le monde, le tapis persan ancien de grand-mère se plissant sous elle alors qu'elle rampait vers moi. Andrea, mon bébé, je ne le pensais pas. Rien de tout ça. J'essayais juste d'aider la famille. Nous avions peur. L'entreprise de ton père. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. J'ai regardé ma mère ramper. La femme qui avait dit à ma fille que le monde serait meilleur sans moi, la femme qui avait comploté pendant 18 mois pour voler mon héritage. Gérald se tenait là, figé, la bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson. Meredith a essayé une autre approche. Elle m'a attrapé le bras, des larmes coulant sur son visage. De vraies larmes, cette fois. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'étais désespéré. Derek n'est pas au courant de mes dettes. Si ça se sait, mon mariage. S'il te plaît, Andrea, s'il te plaît. Les cousins la fixaient. Les tantes se couvraient la bouche. Oncle Tom secouait lentement la tête, le dégoût se lisant sur son visage. J'ai entendu des murmures. Je n'arrive pas à croire qu'ils aient menti sur le jeu. Tout ça pour de l'argent. À Noël. Pauvre Andrea. Pauvre Lily. Lily. J'ai regardé ma fille, toujours blottie dans les bras de grand-mère Margaret, regardant sa tante et sa grand-mère supplier à genoux. Elle n'avait que 8 ans. Elle ne devrait pas voir ça. J'ai doucement retiré mon bras de l'emprise de Meredith. Tout le monde, s'il vous plaît, relevez-vous. Patricia a levé les yeux, une lueur d'espoir dans le regard. Tu nous pardonnes? Tu comprends? On voulait juste. Je comprends parfaitement. J'ai gardé ma voix calme, posée. Vous avez menti à toute la famille à mon sujet. Vous avez essayé de me voler. Vous avez fait croire à ma fille que je ne valais rien. Andrea. Je n'ai pas besoin de rester ici à vous regarder pleurer, j'ai reculé. J'ai juste besoin que vous sachiez que je vous vois. Vous tous. Et j'ai fini de faire semblant de ne pas voir. Je me suis approché de l'endroit où Meredith était encore à genoux, je me suis accroupi et j'ai croisé son regard. Tu te souviens de ce que tu m'as dit la semaine dernière dans mon salon? Elle ne voulait pas me regarder. Tu as dit que je n'étais pas intelligente, que j'avais épousé David et que j'avais eu de la chance, que je n'étais qu'une veuve avec un pactole. J'ai fait une pause. Ma fille de 8 ans a entendu chaque mot. Meredith a tressailli. Tu m'as dit de partir et de ne jamais revenir. Ce soir, tu as dit que Noël serait meilleur sans moi. Je me suis relevé. C'est très bien. Je vais vous donner exactement ce que vous avez demandé. Je me suis tourné vers la salle, vers les yeux qui me regardaient. Je ne vais poursuivre personne en justice. Je ne vais pas porter plainte. La vengeance ne m'intéresse pas. Ma voix était stable, forte. David aurait été fier. Mais je vais me protéger, moi et ma fille. À partir de maintenant, il y aura des limites. J'ai regardé mon père. Il ne pouvait pas croiser mon regard. Tu as choisi l'argent plutôt que la mémoire de ton gendre, plutôt que ta fille, plutôt que ta petite-fille. J'ai secoué la tête. C'était ton choix, pas le mien. J'ai regardé ma mère, toujours à genoux. Tu as dit à Lily que le monde serait meilleur sans moi. Un enfant, maman. Ta propre petite-fille. Je n'oublierai jamais ça. Lily non plus. Enfin, j'ai regardé Meredith. Tu as dit que je n'avais pas d'amis. Tu as dit que j'avais à peine une personnalité.
J'ai failli rire. Peut-être que tu as raison. Peut-être que je ne suis pas intéressante, mais je ne suis pas cruelle non plus. Et en ce moment, ça me suffit. J'ai tendu la main. Lily a couru vers moi, enfouissant son visage contre ma hanche. Grand-mère Margaret s'est levée et est venue se tenir à nos côtés. Andrea, ma chérie. Sa main a trouvé la mienne. Je suis si fier de toi. J'ai serré sa main. Rentrons à la maison. Mon téléphone a commencé à sonner avant même que je sois rentré. La cousine Rachel a été la première. Andrea, je n'en avais aucune idée. Je suis tellement désolé de n'avoir rien dit au dîner. J'ai cru ce que Meredith nous avait dit. J'aurais dû te le demander. Puis, oncle Tom. J'ai la nausée. Ta tante et moi en avons parlé tout le long du trajet de retour. Nous avons honte de ne pas avoir parlé. Puis, tante Betty, puis le cousin Marc, puis des gens dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Ils nous ont dit que tu dilapidais tout ton argent au jeu. Ils ont dit que tu étais instable, que tu prenais des décisions imprudentes. J'aurais dû t'appeler, j'aurais dû prendre de tes nouvelles. À minuit, j'avais reçu 11 appels téléphoniques et 37 SMS. Pas un seul de mes parents ou de Meredith. Le lendemain matin, Marcus a appelé. Le réseau familial est en pleine ébullition. Votre grand-mère reçoit des appels depuis ce matin. Les gens sont furieux. Pas contre vous, mais contre Patricia et Meredith. Je me suis frotté les yeux. Je ne voulais pas ça. Je sais. Mais les actions ont des conséquences. Il a fait une pause. Il y a autre chose. Le mari de Meredith, Derek, m'a appelé. Il n'était pas au courant de ses dettes. Elle les lui avait cachées. Il ne le prend pas bien. J'ai pensé à Derek. Silencieux, passif, toujours dans l'ombre de Meredith. Il n'avait probablement rien su de tout ça. Et le magasin de votre père? Qu'en est-il? Il a déposé le bilan ce matin. Officiellement. La nouvelle se répand. Certains de ses clients réguliers coupent les ponts. Pas à cause de la faillite, mais à cause de ce qui s'est passé à Noël. Les nouvelles vont vite dans les petites communautés d'affaires. Je me suis appuyé contre mon comptoir de cuisine. Je ne voulais faire souffrir personne. Vous n'avez pas causé ça, Andrea. Vous avez juste cessé de les laisser le cacher. La voix de Marcus s'est adoucie. Reposez-vous. Vous l'avez bien mérité. Mais le repos n'est pas venu facilement. Pas quand j'entendais sans cesse la voix de ma mère dans ma tête. Noël serait tellement mieux sans toi. Une semaine après Noël, Marcus m'a envoyé un résumé. La quincaillerie de Gérald avait fermé ses portes. 30 ans d'activité, liquidés pour payer les créanciers. Il allait devoir vendre la petite maison où il vivait avec maman pour couvrir les dettes restantes. Meredith a perdu 3 gros clients. La rumeur s'était répandue dans ses cercles immobiliers, non pas sur le drame de l'héritage, mais sur la réunion de famille qui avait mal tourné. Dans le monde des affaires, la réputation est tout. La sienne s'effondrait. Derek avait emménagé dans l'appartement de son frère. Il ne demandait pas le divorce, pas encore, mais il ne rentrait pas non plus à la maison. J'ai lu le résumé 2 fois, puis je l'ai posé. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais fatiguée, triste, vide. Lily jouait avec des Legos dans le salon. Je l'ai regardée construire une petite maison, avec de petites fenêtres et une porte rouge. Maman, elle a levé les yeux. Est-ce que grand-père va s'en sortir? Je me suis assise à côté d'elle. Je ne sais pas, ma chérie. Ça me fait de la peine pour lui, même s'il a été méchant. La vérité sort de la bouche des enfants. Moi aussi. Je l'ai aidé à emboîter une pièce du toit. Parfois, les gens font des choix qui blessent les autres, et ensuite ils doivent vivre avec les conséquences. Est-ce qu'on leur a causé des ennuis? J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Non, mon bébé. Nous avons juste dit la vérité. Ce qui s'est passé après, c'est à cause des choix qu'ils ont faits, pas nous. Elle a réfléchi à cela, puis a hoché lentement la tête. D'accord. Je l'ai prise dans mes bras. Je ne voulais pas voir ma famille souffrir. Je n'avais pas cherché à les ruiner. Tout ce que je voulais, c'était qu'on me laisse tranquille,
protéger ma fille, honorer la mémoire de David en construisant une vie stable. Mais Marcus avait raison. Les actions ont des conséquences, et parfois, la vérité est une forme de justice en soi. 2 semaines après Noël, grand-mère Margaret a appelé. J'ai une question pour toi, dit-elle sans préambule. Et j'ai besoin que tu répondes honnêtement. Bien sûr, grand-mère. Est-ce que toi et Lily envisageriez de laisser une vieille femme emménager avec vous? J'ai failli laisser tomber le téléphone. Quoi? Je tourne en rond dans cette grande maison seule depuis 10 ans. Patricia ne me parle plus. Meredith ne me regarde plus. Gérald grogne juste quand j'appelle. Sa voix s'est adoucie. Mais Lily me serre dans ses bras comme si je comptais. Et toi, Andrea, tu ne m'as jamais rien demandé. Grand-mère, je ne peux pas te demander de quitter ta maison. Tu ne me le demandes pas. Je te le propose. Elle a fait une pause. La maison est à toi, techniquement, après mon départ. Mais d'ici là, je ne veux plus y vivre seul. Je veux être quelque part où on veut vraiment de moi. Ma gorge s'est nouée. J'ai pensé à notre petit appartement. 2 chambres, une cuisine exiguë. Rien à voir avec le manoir colonial où grand-mère avait vécu pendant 60 ans. Notre appartement est minuscule, les jeux prévenus. Et Lily fait parfois des cauchemars. Et je ne cuisine pas aussi bien que toi, loin de là. Andrea, sa voix était chaleureuse. Je n'ai pas besoin d'un manoir. J'ai besoin d'une famille. Une vraie. J'ai entendu Lily en arrière-plan demander à qui je parlais. Attends, grand-mère. J'ai couvert le téléphone. Lily, qu'est-ce que tu dirais si grand-mère Margaret venait vivre avec nous? Son visage s'est illuminé comme le sapin de Noël dont nous n'avions jamais pu profiter. Vraiment? Pour toujours? J'ai remis le téléphone à mon oreille. Je crois que c'est un oui. Grand-mère a ri, un vrai rire, plein et éclatant. Je commence à faire mes cartons de main. Pour la première fois depuis la mort de David, mon appartement avait l'air de pouvoir redevenir un foyer. 1 mois plus tard, le fauteuil antique de grand-mère Margaret trônait dans le coin de notre petit salon, d'une élégance absurde à côté de mon canapé d'occasion. Sa collection de chats en céramique s'alignait sur le rebord de la fenêtre. Son panier à tricoter vivait en permanence à côté de la télé. Ça n'aurait pas dû fonctionner, mais d'une manière ou d'une autre, c'était le cas. Chaque soir, nous dînions toutes les 3 ensemble à notre petite table de cuisine. Grand-mère a appris à Lily à faire sa célèbre tarte aux pommes. Lily a appris à grand-mère à utiliser les appels vidéo. J'ai écouté des histoires sur mon arrière-grand-père que je n'avais jamais entendues, sur la maison, l'histoire de la famille, les rêves qui l'ont construite. L'argent de l'assurance reposait, intact, sur un compte de placement, fructifiant tranquillement. J'avais créé un fonds en fiducie pour l'éducation de Lily. Le reste attendrait qu'elle soit plus âgée, qu'elle puisse décider elle-même de son avenir. J'ai continué à travailler, à être présente, à construire quelque chose de petit et de stable. Un soir, après que Lily se soit endormie, grand-mère et moi étions assises sur le balcon à regarder les étoiles. Le regrettes-tu, ai-je demandé doucement. Avoir abandonné la maison. Avoir coupé les ponts avec Patricia. Elle est restée silencieuse un long moment. Non. Sa voix était ferme. Cette maison n'était que des murs et du bois. Ce que Patricia et Meredith ont fait, c'était une trahison de tout ce que la famille devrait signifier. Elle s'est penchée et m'a tapoté la main. Toi et Lily, vous êtes ma famille maintenant. Une vraie famille, le genre qui reste. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Merci, grand-mère, d'avoir cru en moi quand personne d'autre ne le faisait. Elle a souri dans l'obscurité. Tu n'avais pas besoin de ma confiance, Andrea. Tu avais juste besoin de croire en toi. Elle m'a serré la main. Ce que tu as fait. Cette nuit de Noël, quand tu as tenu bon. C'était entièrement toi. J'ai appuyé ma tête contre son épaule et, pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti en paix. 3 mois après Noël, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence. Allô? Andrea. La voix de ma mère, faible, fatiguée, vaincue. C'est maman. J'ai failli raccrocher. S'il te plaît, ne raccroche pas. S'il te plaît.
J'ai juste besoin de 5 minutes. Je suis allé sur le balcon et j'ai fermé la porte pour que Lily n'entende pas. J'écoute. Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, la voix de Patricia s'est brisée. Les choses que je t'ai dites, à toi, à Lily. Je ne peux pas les reprendre. J'aimerais pouvoir. Tu as dit à ma fille que le monde serait meilleur sans moi. Silence, puis, je sais. Je sais. J'étais. J'avais tellement peur, Andrea. Ton père s'effondrait. Meredith n'arrêtait pas de dire que c'était la seule façon. Je me suis laissé convaincre parce que c'était plus facile que de leur tenir tête. Ce n'est pas une excuse. Non, ce n'en est pas une. Tu as raison. Elle pleurait maintenant. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste. Je voulais entendre la voix de Lily, juste une fois. Ça fait 3 mois. J'ai regardé les lumières de la ville clignoter en bas. Maman. Oui. Je ne vais pas prétendre que tout va bien. Je ne te laisserai plus jamais faire de mal à Lily. J'ai pris une profonde inspiration. Mais je ne vais pas te punir éternellement non plus. Ce n'est pas ce que je veux être. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai besoin de plus de temps. Beaucoup plus de temps. Et quand je serai prête, si jamais je le suis, je te contacterai. J'ai fait une pause. Mais c'est à moi de faire le premier pas, pas à toi. Tu comprends? Oui, sa voix était à peine un murmure. Oui, je comprends. D'accord. Andrea. Quoi? Je suis désolé. Je suis tellement désolé. J'ai laissé ces mots en suspens, puis j'ai dit doucement, je sais, maman. Je sais. J'ai raccroché. Je n'étais pas prête à pardonner, mais je n'étais pas non plus consumée par la haine. Cela ressemblait à un progrès. Après cet appel, j'ai commencé à tenir un journal. Juste un carnet bon marché du magasin à 1 euro. Quelques pages chaque soir, après que Lily se soit endormie. Ce soir, j'ai écrit, je pensais que la famille signifiait accepter tout ce qu'il me lançait, maintenir la paix à tout prix, sourire à travers les insultes parce que les liens du sang sont plus forts que tout. J'avais tort. La famille n'est pas un laissez-passer pour blesser les gens. L'amour n'est pas censé être assorti de conditions. Et la paix construite sur le silence n'est pas du tout la paix. C'est juste de la souffrance avec un sourire. Mon père m'a traité d'égoïste pour ne pas avoir cédé mon argent. Ma mère a dit que Noël serait meilleur sans moi. Ma sœur a planifié pendant 18 mois de me voler tout ce que j'avais. Mais voici ce à quoi il ne s'attendait pas. J'ai survécu. J'ai survécu parce que j'ai enfin compris quelque chose que David me disait toujours, tu es plus forte que tu ne le penses, Andrea. Tu dois juste arrêter d'attendre la permission d'être forte. J'ai arrêté d'attendre. Je me suis levé. J'ai dit non. J'ai choisi ma fille plutôt que leur approbation, mon amour-propre plutôt que leur appartenance. Et d'une manière ou d'une autre, de l'autre côté de toute cette douleur, j'ai trouvé quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver. La paix. Une vraie famille plus petite maintenant, mais plus vraie. Un foyer où l'on se sent en sécurité et un avenir que je peux construire moi-même, un jour à la fois. Andrea, les biscuits sont prêts, a appelé la voix de grand-mère depuis la cuisine. Les pas de Lily ont résonné dans le couloir. Des biscuits. J'ai fermé le carnet et j'ai souri. Il y aurait encore des jours difficiles. Il y aurait encore des moments où les mots de ma mère résonneraient dans mon esprit, où je me demanderais si j'avais bien fait. Mais ce soir, il y avait des biscuits, des rires, et les 2 personnes qui comptaient le plus au monde. C'était suffisant. C'était tout. Et voilà mon histoire. Si vous avez déjà eu à vous protéger ou à protéger quelqu'un que vous aimez de membres de famille toxiques, je vous comprends. Et j'espère que vous savez que vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire et dites-moi, avez-vous déjà eu à fixer une limite stricte avec votre famille? J'adorerais entendre votre histoire. Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, consultez les liens dans la description et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.